Bonjour et bienvenue. Mon nom est McNowell Alexis. Je suis résident de la Petite Patrie à Montréal et je serai l'animateur de cette conférence de presse, excusez, intitulée Reprise et éviction de logements, vaste fraude immobilière, conjointement organisée par le Comité logement de la Petite Patrie et le RCLALQ, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Je vais vous présenter les consignes et les tours de parole. Tout d'abord, je tiens à souligner que cette conférence est en direct sur Facebook en ce moment même et que durant ce temps, de nombreux comités logements organisent des actions dans tout le Québec. Je voudrais remercier toutes les personnes qui participent à cet événement en ce moment. Les consignes, tout le monde doit fermer son micro. Les prises de parole vont se faire dans cet ordre. Le représentant du comité logement de la Petite Patrie, le coordonnateur du regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec, une professeure de l'UQAM, questions des journalistes, questions s'il reste du temps des locataires. Lors de la période des questions, la procédure sera de cliquer sur le bouton « Lever la main » dans votre fenêtre Zoom pour demander la parole et nous prendrons les questions dans l'ordre des mains levées. La conférence de presse devrait se terminer à 11h30 environ. Alors, Martin Blanchard, organisateur communautaire et responsable des dossiers politiques au Comité logement de la Petite Patrie, je te laisse la parole. Merci, mec. Depuis une vingtaine d'années, le chouette quartier de la Petite Patrie est une cible privilégiée de la spéculation immobilière. Les loyers ont explosé et sont devenus totalement inabordables. Il n'est pas rare en ce moment même de voir des 3,5 à 1 700 $ et des 4,5 à 2 000 $ par mois. À chaque année, aux environs de la date de Noël, les locataires nous contactent en panique après avoir reçu un avis de reprise ou d'éviction. Et nous constatons que ce sont souvent des locataires vulnérables qui reçoivent un avis de reprise et d'éviction. Nous voyons aussi que durant les crises de logement, c'est la bousculade à nos portes. Tout cela est bien connu. C'est ce qu'on appelle la crise du logement. Ce qui est moins bien connu, ce sont les fraudes immobilières qui sont commises en temps de crise, qui encouragent la crise et qui profitent de la crise. Aussi que durant les crises de logement, le Comité logement de la Petite Patrie a démarré en 2015 un travail d'enquête pour comprendre si les projets de reprise, d'éviction, de travaux majeurs et de démolition étaient réellement réalisés par les propriétaires. Notre hypothèse était que les locataires moins nantis sont souvent la cible des reprises et des évictions parce que les profits à faire avec leur logement sont immenses. Une fois qu'ils ont quitté, leur logement est tout simplement reloué ou revendu sans que les travaux soient réalisés. Pour le dire autrement, nous avons voulu vérifier sur le terrain notre intuition qui nous disait que les propriétaires détournaient la loi sur les reprises, évictions et travaux majeurs pour faire un gros coup d'argent. Nous avons donc enquêté 363 unités de logement qui avaient été ciblées pour soit une reprise, une éviction ou ce qu'on appelle une rénoviction, c'est-à-dire des travaux majeurs ou une démolition. On voit ici sur la carte derrière moi une représentation de toutes les reprises et évictions de la Petite Patrie qui nous ont été rapportées depuis 2002. La carte est un peu loin, mais quand même, on voit en orange, rouge et vert les 363 unités enquêtées durant 4 années. C'est la première fois au Québec qu'une étude rigoureuse fait l'analyse des tactiques frauduleuses en matière de reprise, d'éviction et de rénoviction. Ces enquêtes ont mobilisé une vingtaine de personnes pendant plus de 4 années et chaque unité nécessitait de nombreuses heures de travail sur le terrain, de vérification dans les bases de données publiques et de contre-vérification. Voici d'ailleurs la pile des fiches d'enquête des 363 logements enquêtés. Et je tiens à souligner que nous avons aussi demandé à 2 professeurs universitaires de vérifier nos données et notre rapport. Nos résultats sont stupéfiants et sont bien plus alarmants que ce que nous pensions. 85% des cas enquêtés étaient des tactiques de nature frauduleuse, ce qui veut dire que dans seulement 15% des cas, les projets présentés aux locataires ont été réellement réalisés. Vous pourrez lire dans notre rapport, qui est maintenant disponible sur notre site Web, les données fines de nos statistiques pour chaque type de cas, que ce soit une reprise, une éviction, une rénoviction ou une démolition.
Un exemple de reprise frauduleuse est celui d'un locataire de la rue des Écorres, dont le logement est repris avec autorisation de la Régie du logement, qu'on appelle aujourd'hui le tribunal administratif du logement, mais qui est tout de suite reloué pour 600 $ de plus par mois, donc une hausse de loyer de 60 qui contourne le cadre légal de la fixation des loyers. Un exemple d'une éviction frauduleuse est celui d'un locataire de la rue Louis-Aymon, dont l'immeuble est transformé en condo et son logement revendu tout de suite après son départ avec un profit de plusieurs centaines de milliers de dollars. Un exemple de rénoviction est celui de nature frauduleuse est celui d'une vingtaine de locataires de la rue Beaubien sur qui le propriétaire fait pression pour signer des ententes de résiliation de bail pour qu'ils quittent rapidement leur logement en prétextant des travaux majeurs d'électricité et de plomberie. La plupart des locataires ont dû quitter et leur loyer a été doublé ou triplé sans que les logements ne soient du tout rénovés ou améliorés. Un exemple de démolition de nature frauduleuse est celui de 6 ménages locataires de la rue Clark qui reçoivent un avis de démolition par une personne qui n'est même pas encore propriétaire de l'immeuble. Cette personne, une fois devenue propriétaire de l'immeuble, fait signer des ententes de résiliation de bail, alors qu'elle sait que sa demande de démolition a été refusée par les instances municipales. Nos données montrent aussi que la plupart des locataires visés par ces tactiques frauduleuses étaient à faible revenu. De leur côté, la majorité des propriétaires procédant à une reprise ou une éviction avaient fait l'acquisition de l'immeuble depuis moins d'1 an. Et de plus, la majorité des cas enquêtés de reprise ou d'éviction de nature frauduleuse impliquaient un propriétaire possédant un seul immeuble. Ces données, d'ailleurs, sont pour la plupart confirmées à l'échelle nationale, comme le montrera mon collègue du RECLAC dans la prochaine présentation. Ainsi, les véritables intentions de ces tactiques étaient et continuent d'être de faire de gros profits sur le dos des locataires plus vulnérables. Ces tactiques sont même le plus souvent le fait de petits propriétaires, plus souvent de petits propriétaires que de propriétaires qui possèdent un grand parc immobilier. Notre enquête révèle que ces fraudes massives sont un véritable fléau social. On peut extrapoler le problème à l'échelle du Québec et soupçonner sérieusement qu'une grande proportion des reprises et des évictions au Québec sont de nature frauduleuse. Ce soupçon est fondé et très sérieux, car à l'échelle du Québec comme dans la petite patrie, plus nous sommes en crise du logement, plus le nombre de reprises et d'évictions augmente. On le voit tout simplement en comptant le nombre de reprises que traite le tribunal du logement partout dans le Québec chaque année, qui varie exactement en fonction du nombre de logements disponibles. Plus le logement est en crise, plus il y a de reprises. Pourquoi les reprises, les évictions et les rénovictions sont-elles au cœur de la spéculation immobilière? Parce que les spéculateurs ont trouvé ces moyens faciles d'arracher le logement des locataires, qui sont pourtant en droit de le garder. Et pourquoi doit-on s'en indigner? Parce qu'il y a beaucoup de fraude. Et aussi parce que les locataires vulnérables qui perdent leur logement se retrouvent avec des loyers beaucoup plus chers, qui les appauvrissent davantage, et ils perdent alors leur réseau de proximité. Et certaines personnes se retrouvent même à la rue. On l'a vu cette semaine, des personnes du campement de Notre-Dame qui étaient victimes de rénoviction. Personne ne sait avec précision le nombre de reprises et d'évictions au Québec et la proportion de celles-ci qui sont de nature frauduleuse, car personne n'a jamais tenté de le savoir. Je le répète, c'est la première fois au Québec qu'on fait une telle étude. Aucune institution gouvernementale, pas même le tribunal du logement, n'a jamais publié une quelconque étude ou analyse sur ce sujet. La faiblesse du contrôle des reprises et évictions et la complaisance du tribunal sont au cœur du problème. Le tribunal du logement ne tient audience que pour une très faible proportion des reprises et des évictions exercées par les propriétaires. Moins de 10 % des reprises et des évictions au Québec passent par le tribunal du logement. Mais nos données montrent, pire encore, que la majorité des reprises et des évictions qui sont autorisées par le tribunal sont des tactiques frauduleuses. Ainsi, le tribunal lui-même ne fait pas preuve de beaucoup de rigueur et il ne vérifie jamais la réalisation des projets qu'il autorise. Et pire encore, tout le poids de la poursuite en cas de fraude repose sur les épaules des locataires.
ce qui est l'équivalent de demander aux victimes d'agression de poursuivre elles-mêmes leur agresseur. Ça ne marche pas. Et de toute manière, les dommages et intérêts infligés aux propriétaires reconnus coupables de fraude sont à peine une petite tape sur les doigts en regard des profits indécents qui sont réalisés. Il faut savoir que se faire déloger alors qu'on n'a pas commis une seule faute, se faire jeter dehors de façon indigne, provoque un traumatisme qui ne peut pas être réparé par une somme d'argent. Il n'est pas rare que les propriétaires deviennent harcelants et intimidants pour parvenir à leur fin. Une reprise ou une éviction de logement est souvent un événement catastrophique dans la vie des locataires. L'aveuglement politique et juridique, ainsi que la complaisance du tribunal, sont une véritable invitation à la fraude. Les propriétaires ont compris que la voie leur est totalement libre. C'est un peu comme s'il était possible de frauder une banque sans se faire prendre et sans réelles conséquences en cas de poursuite. La responsabilité du tribunal du logement et de la ministre de l'Habitation du Québec est de prendre acte de cette situation de fraude générale et qui plus est sur le dos des locataires vulnérables et de renforcer la protection du parc locatif et du droit au maintien dans les lieux des locataires. Mais avant de préciser nos revendications, je cède maintenant la parole à notre regroupement national. Donc, merci Martin. Donc, on cède la parole à Maxime Roy-Allard, coordonnateur du RCLALQ, le regroupement des comités Logement et Association des locataires du Québec. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Maxime, je suis porte-parole du RECLAC. On regroupe plus d'une cinquantaine d'organismes de défense des droits des locataires à travers le Québec. Comme vous le savez, on vit une très grave crise du logement au Québec. Le taux d'occupation est de 1,8 %, donc bien en deçà du niveau d'équilibre de 3 %. Les loyers, de leur côté, augmentent très rapidement. Les loyers des logements à louer sont extrêmement chers. On l'a documenté au printemps passé. Pour un 4,5 au Québec, on parle de plus de 1 000 $ par mois. À Montréal, on est dans les 1 300 $ par mois, tandis qu'à Québec, il faut payer plus de 900 $ par mois pour un 4,5. Sur 5 ans, le prix des logements à louer a augmenté de 40 % dans le Grand Montréal. Ça augmente très rapidement. Bref, non seulement il y a très peu de logements disponibles, mais les loyers sont extrêmement chers. Par-dessus tout ça, quand on vit une crise du logement, il y a beaucoup plus d'expulsions de locataires. On l'a vécu dans les années 2000, on revoit le même mauvais film se dérouler devant nos yeux actuellement. Énormément de locataires sont évincés de leur logement et peinent à se reloger dans des logements abordables et salubres. Le tribunal administratif du logement notait d'ailleurs cet automne dans son rapport annuel une augmentation de 40 % du nombre de dossiers en reprise de logement. J'en viens donc au dévoilement de nos données de notre compilation sur les reprises de logement et les évictions. Ces données proviennent de nos membres, les comités logement, surtout ceux de la région de Montréal et du Québec. Chaque année, surtout à ce temps-ci de l'année, des centaines de locataires visitent les comités logement parce que leurs propriétaires veulent les expulser. Les comités logement amassent diverses informations sur ces reprises et évictions et on peut en tirer quelques conclusions. Le premier fait marquant cette année est l'augmentation significative du nombre de cas de locataires menacés d'éviction qui ont contacté les comités logement. On en a 2 fois plus cette année. On est passé de 300 cas l'année passée à près de 600 cette année. La majorité concerne les reprises de logement, mais on a aussi beaucoup de rénovictions et d'évictions pour subdivision et agrandissement. C'est extrêmement préoccupant parce que comme nous sommes en crise du logement, ces locataires-là ont d'énormes difficultés à se reloger par la suite. Ça veut aussi dire que les locataires se retrouveront déracinés de leur quartier, ils vont devoir payer plus cher, ils vont habiter plus loin, souvent dans des logements plus petits et en moins bon état. Ensuite, on a les données sur qui évince, quel est le profil des propriétaires. Dans 60 % des cas, il s'agit de propriétaires qui ont acquis l'immeuble dans la dernière année. Et ça monte à 70 % pour les propriétaires qui ont acheté l'immeuble dans les 3 dernières années. Ça veut donc dire que c'est majoritairement des nouveaux propriétaires qui expulsent les locataires, très souvent dans une logique de maximisation des profits, de flip immobilier et de spéculation. Les tactiques utilisées sont multiples, comme le montre le rapport du Comité logement de la Petite Patrie. C'est souvent de mauvaise foi ou encore frauduleux et illégal. Et finalement, qui sont évincés? Sans surprise, les propriétaires visent les locataires qui payent des loyers moins chers.
Le loyer moyen des 600 dossiers qu'on a est de 790 $. Je disais tout à l'heure que le loyer moyen d'un logement à louer est de plus de 1 000 $ au Québec et 1 300 à Montréal. On parle donc d'écarts de respectivement 25 et 60 %, ce qui est énorme. Les propriétaires voient dans ces loyers plus faibles des occasions en or d'augmenter rapidement leurs profits. Les locataires visés habitent aussi souvent depuis longtemps leur logement. Sur les 600 dossiers, la moyenne d'occupation est de 12 ans. Et plus de 36 % occupaient leur logement depuis plus de 15 ans. J'en reviens finalement à nos revendications que nous portons au gouvernement du Québec, mais plus spécialement à Mme André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est Mme Laforêt qui a le pouvoir d'intervenir et de mieux protéger les droits des locataires et de faire cesser ces évictions pour le profit. D'abord, je vais laisser mon collègue Martin l'expliquer plus en détail dans quelques secondes, mais il est essentiel de légiférer pour mieux encadrer ces tactiques qui mènent à des évictions de locataires. Il faut aussi donner plus de mordant au tribunal administratif du logement pour empêcher les propriétaires d'utiliser les voies légales pour expulser les locataires et donc d'augmenter leurs profits. Ensuite, il est grand temps que le Québec se dote d'un contrôle obligatoire des loyers. Et j'insiste sur obligatoire, pas seulement des suggestions d'augmentation comme c'est le cas actuellement, mais un système contraignant où les propriétaires auraient l'obligation de justifier toute hausse qui dépasse un certain seuil. Plusieurs pays et provinces ailleurs dans le monde le font, notamment pour empêcher les hausses abusées de loyers, mais aussi pour limiter les évictions de locataires et la spéculation immobilière. Avoir un contrôle obligatoire des loyers, on vient en quelque sorte empêcher l'objectif des évictions de locataires, c'est-à-dire d'augmenter rapidement le prix des loyers. Sur ça, je vous dis merci, puis je vais laisser mon collègue Martin compléter sur les demandes à la ministre Laforêt. Merci. Oui, alors pour compléter les revendications, le comité logement, on émet 15 revendications dans notre rapport de 36 pages qui est maintenant disponible sur notre page web. Mais parmi celles-ci, les plus importantes pour nous, d'abord, il est maintenant prouvé, noir sur blanc, que les reprises d'éviction sont utilisées comme un moyen de faire des profits et d'avancer en temps de spéculation immobilière, à faire de l'argent en temps de crise du logement. C'est quand il y a une crise du logement qu'il y a le plus de mouvement vers ce type de reprise et d'éviction frauduleuse. Alors nous, ce qu'on demande, c'est que lorsqu'on est en temps de crise du logement, le gouvernement doit tout simplement interdire les reprises et les évictions. Lorsque le taux d'inoccupation ou le taux de vacance des logements est inférieur à 3 %, ce n'est pas le temps de faire une reprise ou une éviction. Tout le monde est en difficulté au niveau des locataires. Donc, on attend un petit peu pour s'il y a des reprises qui doivent être faites. Et ce qu'on dit, c'est que lorsque c'est le temps de faire des reprises, qu'il y ait un contrôle obligatoire et rigoureux, qu'il soit obligatoire de passer par la régie du logement lorsqu'on a un projet de reprise. Pas question de négocier le départ des locataires qui se retrouvent en situation vraiment difficile lorsqu'ils reçoivent un avis de reprise. Et je souligne souvent entre Noël et le jour de l'an. Donc, c'est à la régie du logement de vérifier le sérieux du projet des propriétaires. Et non seulement de le vérifier au moment où le propriétaire envoie son avis, mais que les reprises et les évictions soit qu'il y ait un suivi obligatoire une année après le jugement du tribunal, donc que le propriétaire vienne une année après avoir eu son autorisation de reprise ou d'éviction, montrer qu'effectivement, il a bel et bien réalisé son projet de reprise ou d'éviction. Et on demande aussi que les poursuites en cas de fraude soient faites par le procureur général du Québec avec des dommages-intérêts qui soient réellement dissuasifs et non pas que les locataires supportent tout le fardeau de poursuivre les personnes qui les ont fraudées. Voilà l'essentiel de nos revendications, mais il y en a plusieurs autres qu'on va retrouver dans notre rapport. Merci, Martin. Donc, on va céder la parole à Hélène Bélanger, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM et membre du CRASH, si je ne me trompe pas, et donc le collectif de recherche et d'action sur l'habitat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer à commenter le rapport, j'aimerais mentionner, pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas, que mes travaux portent en fait sur différentes questions qui touchent au droit au logement, notamment toutes les questions de gentrification des quartiers et l'influence des actions publiques sur la gentrification, la mixité sociale en habitation
et l'accès à du logement adéquat et abordable pour toutes et pour tous, ainsi que le sentiment du chez-soi. Donc, c'est sans hésitation, évidemment, que j'appuie les revendications qui ont été mentionnées ce matin et qui sont évidemment détaillées dans le rapport qui est présenté aujourd'hui. Ces revendications s'inscrivent dans la recherche d'un droit au logement adéquat et abordable pour toutes et pour tous. Le rapport que Martin a présenté et les données que Maxime a aussi présentées montrent clairement, en fait, que la situation est alarmante, elle est dramatique dans certains cas, à laquelle font face, en fait, les locataires à faible et modeste revenus du marché locatif privé. Si certains discours mettent l'emphase sur des améliorations et des bienfaits dans les quartiers suite à un processus de gentrification, les recherches faites tant par les acteurs du milieu communautaire que du milieu universitaire montrent par ailleurs le lourd prix qui est à payer. On assiste à une exclusion d'une partie toujours plus importante de la population à faible et à modeste revenu des quartiers. Rappelons-le, le logement est un bien essentiel pour le bien-être physique et psychologique des populations, de toutes et de tous. Malheureusement, si le droit au profit, et c'est de ça dont il est question aujourd'hui, si le droit au profit l'emporte sur le droit au logement, c'est donc dire que le droit au logement n'est pas reconnu parce qu'on refuse de mieux encadrer le droit de propriété, ce qui est pourtant reconnu dans le Code civil. J'aimerais souligner l'excellent travail du Comité logement de la Petite Patrie. Les chercheurs universitaires soulignent régulièrement les difficultés de documenter les déplacements forcés ou induits par un processus de gentrification et j'ajouterais de façon plus large par des dynamiques de marchandisation chronique du logement. Cette difficulté participe peut-être au manque d'attention qui est porté au problème des déplacements non désirés par les locataires qui subissent ces déplacements de la part des autorités publiques. Aujourd'hui, le Comité logement de la Petite Patrie vous présente les résultats d'une recherche solide, originale, qui a nécessité des années de travail de terrain. Avec beaucoup d'applications et de sérieux, l'équipe du comité a non seulement compilé des données fines, directement à partir des demandes d'aide reçues de la part des locataires, mais a également procédé à de nombreuses vérifications sur le terrain. Ce rapport présente la pointe de l'iceberg du problème des déplacements forcés ou induits dans le quartier. J'aimerais donc souligner deux apports majeurs de ce rapport. Le premier, sans contredit, le fait que le comité a pu chiffrer la partie visible, et je mets l'emphase là-dessus, la partie visible du problème des reprises et d'évictions dans Petite Patrie et qu'on peut élargir à l'ensemble des quartiers et à l'ensemble de la province, à mon avis. Certains processus sont difficilement quantifiables et malheureusement, en l'absence de chiffres, de trop nombreux acteurs hésitent à agir sur des problèmes qui sont par ailleurs très bien connus. Donc, on ne peut plus fermer les yeux, on a les chiffres devant les yeux maintenant. En deuxième lieu, à travers cette recherche, le comité ajoute un éclairage supplémentaire sur l'absence de leadership pour mieux encadrer le droit de propriété pour garantir un droit au logement. À partir de cette enquête, on peut s'interroger sur le droit à la ville différencié qui est accordé aux citoyens selon leur mode de tenure, ou le fait d'être propriétaire semble obtenir la faveur des décideurs. Si vous êtes locataire, le droit à un chez-soi et un projet de vie ne fait pas le poids face à la recherche de profit de certains propriétaires. J'irai même plus loin en faisant lien avec le recul actuel de bon nombre d'arrondissements face à des propriétaires qui refusaient de devoir faire la démonstration de leur bonne foi dans leur projet de fusion de logement pour convertir, par exemple, des duplex en unifamiliales. Est-ce qu'il est normal de laisser constamment le fardeau de la preuve aux plus démunis de la société? Je vous pose la question. Merci encore au Comité logement de nous partager aujourd'hui le fruit de cette excellente recherche. Merci. Merci, Hélène. Donc, on passerait au point suivant qui est question des journalistes. Donc, si on a des questions, ce serait maintenant. Philippe, de ton côté, est-ce que tu aurais des questions du public? Oui, alors je regarde les commentaires, puis il y a beaucoup de réactions. Les gens demandent en fait là, où est disponible là, le rapport et le communiqué de presse. Il y en a dans les commentaires, il y en a aussi sur les sites web respectifs là, du Comité logement de la Petite Patrie et du regroupement des comités logement, mais je ne vois pas de questions à proprement parler là, dans les commentaires.
Donc là, on a Matt Griot qui pose une question. Yeah, hi. My name is Matt Grillo. I'm a reporter with CTV News. I was just wondering if perhaps maybe we could just get a recap in English, perhaps from either Martin or Maxime, about the study, what it entails, what shocked you the most out of all of this. Martin, est-ce que tu peux répondre ou Oui, Maxime? bien sûr. Hi, Matt. To recap, like you say in English, what has been said, Comité Logement de la Petite Patrie was very preoccupied by all the repossession and evictions that has been reported to us in the Quartier de la Petite Patrie in Montreal. And we did investigations during 4 years to find out if the owners did realize the project of repossession or the major works or the renovations that they put forth to end the lease of their tenants. And we were flabbergasted to find out that 85% of all projects of repossession and evictions were never realized. And so we can see these 85% as being fraudulent tactics from the owners to get rid of their tenants. And what's more, the tenants that were evicted in most cases were persons that were poor or had a very low revenue, low income. So we can see these tactics as a way to make big profits in the housing, in the rental housing in Montreal and in Quebec also, because these kind of tactics are not only limited to Petite Patrie in Montreal. You can also extrapolate our data to all Quebec, because what you can see in Quebec is that when we're in a housing crisis, when there's not a lot of rental stock to rent, when it's hard to find an apartment, there are more repossession and more evictions, and the curve of the repossession and eviction will follow that of the housing crisis, the rental stock. So what we are facing is a massive fraud in the real estate and the rental housing that are made by speculators, but also by small owners. This is another thing about our data, is that small owners do the same tactics as big speculators. And why is that? Because the law is too lax, because the law is not rigorous enough, because the tenants are left alone, they are not defended well enough. So what we're asking is that there has to be a compulsory control of all repossessions and eviction in Quebec, and that 1 year after the project has been authorized by the rental board, the owner must go back to the court and show that he has effectively done the repossession and eviction. And when we're in a housing crisis, that is when the vacancy rate is below 3%, when there's not a lot of rental housing to be found, well then, that we stop all repossession and eviction, that there'll be a moratorium on repossession and eviction when the vacancy rate is below 3%. So I hope that I have recapped what I've been said in French in a satisfactory way. Maybe I can add a few words. On our side of RECLAC, the data that we have from our members, the housing committees. So first, we got way more cases this year than last year. We have 600 cases this year, mostly from repossession of dwelling, but more and more about eviction. And secondly, the data shows that who try to evict tenants is mostly new owners. So in 60% of cases, the owner of the building bought the actual building in the last year, and it goes up to 70% if we look at
new owners over the last 3 years. So it's mostly new owners try to evict tenants in order to make more profit. And finally, who gets evicted? Well, it's mostly low-income tenants that pay lower rents, and also that they have been living in their apartment for a longer period. In 36% of all cases that we have, people will have been living in their apartment for more than 15 years. And I will also add that we need a real rent control. It will be a really good way to actually stop those tactics of landlords to try to evict tenants, because with a real rent control, they will not be able to actually increase rents so fast. So that would be a very good way. And we asked the housing minister, Madame André Laforêt, to implement all those measures to protect tenants. Thank you. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Martin. J'ai une question dans le chat room de Philippe-Antoine Saulnier. Bonjour, est-ce que le problème se situe plus du côté des reprises pour loger des membres de la famille ou des évictions pour rénovation? Je sais pas. Oui, je vais répondre à cette question. En fait, notre rapport est maintenant disponible sur notre site web, comitélogementpetitepatrie.org, pour les personnes qui demandent comment se procurer le rapport. Il est maintenant sur le site web, ainsi que notre communiqué de presse. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enquêté 363 cas. Puis je vais juste vous faire un petit peu les données fines de notre rapport. Il y avait 150 cas de reprise, 60 cas d'éviction, 136 cas de travaux majeurs et 13 cas de démolition, ce qui fait 363 en tout. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand on est dans des cas de reprise, il y a beaucoup plus de fraude directe, c'est-à-dire que les propriétaires ne font tout simplement pas le projet de reprise. Donc, le bénéficiaire de la reprise, souvent, c'est la mère âgée qui est censée reprendre le logement. Bien, souvent, il n'y a jamais ça, et puis le logement est tout simplement reloué. Et ça, c'est une fraude directe, c'est-à-dire qu'il y a un avis qui est envoyé au locataire, et cet avis-là dit que la mère va reprendre le logement, que le propriétaire va reprendre le logement au bénéfice de la mère, et ensuite, le logement est reloué à 600 $ de plus, ou l'immeuble est revendu, etc. Ça, c'est une fraude directe. Dans les cas, et là, il y en avait 150, et sur les 150, 75% des projets n'étaient pas réalisés. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle la malveillance. La malveillance, c'est-à-dire que le projet a échoué. Le locataire s'est défendu, il s'est rendu à la régie et le juge a jugé que le projet n'était pas légitime. Donc là, on ne dit pas que c'est une fraude, mais on dit que c'est une malveillance, c'est-à-dire que le propriétaire a tenté de frauder. Donc, mais il y avait 2 fois plus de fraude que de malveillance, ce qui fait 75% des cas. Dans les cas d'éviction de logement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, oui, un avis qui est envoyé au locataire, mais la plupart du temps, les locataires se défendent ou alors refusent de partir. Et là, le propriétaire, soit il va se désister, soit qu'il va offrir une somme d'argent, ça se négocie, etc., etc. Mais on se rend compte par la suite que le projet n'a jamais été réalisé. Fait qu'on ne parle pas tellement d'une fraude directe ici, parce que ce n'est pas que le locataire a reçu un avis, il est allé à la régie, mettons, il a refusé, puis ensuite on voit qu'il y a eu de la fraude. C'est que souvent le propriétaire se désiste, il réussit à négocier quelque chose avec le locataire, mais par après, on se rend compte que ce n'est pas réalisé. Fait que ça, c'est comme de nature frauduleuse, c'est plus une malveillance, et c'est beaucoup plus le cas dans les évictions que les reprises. Pourquoi cette différence-là? La manière qu'on l'explique, c'est qu'il est beaucoup plus facile de cacher, dans les cas de reprise, il est beaucoup plus facile de cacher que la reprise n'a pas été réalisée. C'est difficile d'aller vérifier qui occupe le logement. Donc, c'est facile de frauder. Tandis que dans les cas d'éviction, c'est plus facile de vérifier si les travaux n'ont pas été faits. C'est plus compliqué pour les propriétaires d'aller à la régie parce qu'il faut avoir les plans d'architecte et tout ça. Alors, ce que les propriétaires font, c'est qu'ils mettent beaucoup de pression, qu'ils font du harcèlement et de l'intimidation. Et là, on n'est pas tellement dans un cas de fraude directe que dans un cas de malveillance, d'intimidation et de harcèlement, ce qui fait qu'à un moment donné, le locataire s'en va. Et même s'il signe un papier, bien, les travaux ne sont jamais réalisés de toute façon. Donc,
on voit la différence entre reprise et éviction, là, et clairement, là, ça dépend de la facilité que le propriétaire a de maquiller son projet et s'il veut plus être intimidant ou harcelant ou s'il veut juste essayer de passer en dessous du radar et réussir à faire son profit. Okay. Merci, Martin. L'autre question de Philippe-Antoine Saunier, c'est les représentants des propriétaires répondent généralement que les bas loyers que paient les locataires de longue date ne sont pas viables, considérant la forte hausse des prix des immeubles. Qu'en pensez-vous? Je peux y aller, j'adore cette question. C'est un argument qu'on nous renvoie souvent. Le problème dans tout ça, c'est qu'on regarde l'enjeu à l'envers. Donc, on regarde le prix des immeubles comme étant le prix des bas loyers comme étant le problème, alors que le problème, c'est la forte spéculation et la flambée des prix de l'immobilier. C'est sûr que les locataires qui habitent plus longtemps leur logement vont payer des loyers plus faibles et que les nouveaux acquéreurs d'immeubles vont trouver ces logements-là pas assez chers pour payer leur hypothèque. Mais c'est une mauvaise foi. Ce que l'on regarde, on veut évincer ces locataires-là pour augmenter rapidement les loyers puis devenir plus rentables, plus profitables. Alors que ce qu'on devrait contrôler, c'est le prix des immeubles, c'est le prix de l'immobilier qui monte beaucoup trop vite. C'est justement en régulant le marché de l'immobilier qu'on va venir à solutionner tout ça. C'est pas en augmentant rapidement le prix des immeubles. Et en limitant, par exemple, les tactiques des propriétaires sur les évictions et les reprises, ça va ramener la spéculation à la baisse puisque ça va être plus difficile pour les propriétaires de faire augmenter la valeur de leur immeuble. Et c'est sûr qu'avec un contrôle obligatoire des loyers et un registre des loyers par ailleurs, pour limiter les hausses de loyers importantes lors des déménagements, c'est comme ça qu'on va lutter contre la spéculation immobilière et la flambée de l'immobilier. Et sinon pas en évinçant les locataires ou en augmentant rapidement le prix des loyers. Et si on veut que le gouvernement du Québec le comprenne bien, ce n'est pas juste les locataires qui vont bénéficier de lutter contre la spéculation immobilière, c'est l'ensemble du Québec, sauf les spéculateurs, évidemment. Mais comme société, on a vraiment intérêt à ce que l'immobilier arrête de flamber aussi rapidement, parce que tout le monde s'appauvrit et s'endette, et c'est un fléau social. Pour nous, le logement, l'habitation, c'est un droit fondamental, pas une marchandise sur laquelle on devrait spéculer à tout vent. Donc, il faut vraiment entreprendre des réformes majeures pour faire du logement un réel droit fondamental. Si je peux me permettre, mec, lorsque les associations de propriétaires disent ben, c'est normal qu'il y ait des reprises puis des évictions autant que ça parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire du profit dans l'immobilier. Premièrement, je trouve ça hallucinant que les propriétaires admettent de façon aussi candide qu'ils sont des fraudeurs. J'en reviens pas. On devrait immédiatement lancer une commission parlementaire lorsqu'on a une telle réponse. Imaginez-vous si les voleurs de banque qui diraient ben, c'est normal, on a besoin d'argent, qu'est-ce que vous voulez? Donc, cette réponse-là ne tient pas la route. Là. Premièrement, j'en reviens pas d'une telle réponse. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on connaît très bien, tout le monde connaît très bien des propriétaires qui vont acquérir un immeuble et qui disent aux locataires, ben, écoute, un moment donné, il va falloir, on aimerait bien pour notre mère ou quelque chose. Puis là, c'est une négociation sur plusieurs années, etc. Puis à un moment donné, les locataires partent. Il peut y avoir des projets de reprise, disons, où on peut voir que ça se situe dans une continuation de ce que c'est que l'immobilier puis le logement locatif. Mais ce dont on parle ici, c'est de la fraude pour faire de la spéculation immobilière et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Maxime, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on veuille faire de l'argent aussi rapidement comme de la bourse. D'ailleurs, ma collègue Hélène Bélanger, qui est collègue au collectif de recherche et d'action sur l'habitat, il y a Louis Gaudreault et d'autres qui ont démontré que les profits dans l'immobilier, c'est au-dessus de 20 % par année. Ça n'a aucun bon sens qu'on a tout un système de fraude et de pression immobilière qui fait en sorte que les prix deviennent absolument inabordables. Donc, autant les locataires que les personnes qui veulent devenir propriétaires et acheter un immeuble, puis juste être des propriétaires, disons, corrects, n'arrivent même plus à rentrer dans ce marché-là parce qu'il est totalement contrôlé en ce moment par des personnes qui préfèrent soit spéculer ou faire de la fraude. Donc, il faut arrêter ça. Merci, Martin. Donc, on avait Matt Griot. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom de famille. Oui, c'est parfait. I just have one more, couple more questions actually. Martin, could you give me like a classic example in those 363
units that you guys studied of what you refer to as fraud by a landlord. What's an example that you guys saw time and time again? Yeah, sure. A good example of a fraud, for example, a repossession. So we have a tenant on Rue des Écarts, and his apartment was repossessed by the owner, supposedly for himself to go and to take his apartment. But as soon as the tenant was gone, he just put back the apartment on the rental market for $600 more, 60% increase in the rent. And he tried to the new tenants that took the apartment, he tried to sign a fake lease with them because he was afraid that he was being pursued by the rental board. So he tried to sign a fake lease so that he would fake that he's the occupant of the apartment. But the stratagem did not work, and the tenants successfully won a court case. But that's very rare. That's a kind of a fraud that's very rare, where the tenants will win the case against a fraudulent owner. Another example, just to make an example in eviction. So on the street Louis Aymon, a tenant received a notification of eviction. The owner said, I want to agrandir, enlarge your apartment and fuse it with the other apartment under your apartment. And as soon as he was gone, the apartment was just converted in a condominium, and was sold for many $100,000 profit. And the renovations were never done in the apartment. So that's another example of a fraudulent case. And I'm just wondering, are there any tenants who are on this Zoom conference that would be comfortable and interested in telling their story of perhaps a renoviction or an eviction that wasn't, truthfully done by a landlord? Donc, Matt demande s'il y a des locataires qui sont sur Zoom actuellement qui souhaiteraient témoigner de leur expérience. Je vais laisser les organisateurs de la conférence Zoom répondre à la question. J'imagine qu'on va attendre voir. Sinon, on peut poursuivre. Sinon, c'est correct. Merci. OK. On va regarder. Est-ce que tu avais d'autres questions, Matt? Non, c'est bon. Merci. Merci, Matt. Donc, j'ai une autre question. Juste pour dire, Matt, on peut quand même te mettre en lien avec des locataires. Peut-être que les personnes peuvent avoir une certaine gêne. Mélanie me dit qu'elle a des locataires prêts à témoigner dans un chat ici. Donc, on peut peut-être mettre Matt en lien avec des locataires qui sont prêts à témoigner, parce que parfois les gens devant la caméra, là, on est en Facebook Live et tout ça, peuvent être un petit peu hésitants. Donc, on va essayer d'organiser quelque chose. Excuse-moi, mec. Merci. Aucun problème. J'avais une autre question de Philippe-Antoine Saulnier. Donc, votre rapport est daté de mars 2020, donc avant la pandémie. Croyez-vous que la pandémie a eu un impact observable par la suite à la hausse ou à la baisse sur le phénomène? C'est un peu difficile à dire sur le terrain, premièrement parce que ça demande beaucoup de vérifications, le travail qu'on fait. Et là, en ce moment, faire des vérifications, c'est assez difficile d'aller sur le terrain pour faire ce genre de vérification-là. Pour répondre précisément à la question, ce qu'on voit en ce moment, c'est une augmentation par rapport à ce que j'appellerais des intimidations et du harcèlement pour faire des travaux majeurs. Mais encore là, c'est réellement par rapport aux locataires qui viennent nous voir, par rapport aux demandes qu'on reçoit.
Donc, c'est vraiment là, un feeling de ce qui se passe sur le terrain. Et on n'a pas fait de vérification là, aussi rigoureuse que ce qu'on avait fait dans le passé. On en a fait quelques-unes, mais pas suffisamment pour être capable là, de répondre avec précision à la question. Par contre, on voit que dans les demandes qu'on reçoit des locataires, il y a beaucoup de conflits entre les propriétaires et les locataires. Je pense qu'ils sont dus au fait que les propriétaires ont un avantage en ce moment parce que les locataires ont de la difficulté à se trouver un logement, ont de la difficulté à déménager, à visiter des logements. Donc, à cause de cette difficulté-là, les propriétaires ont comme un rapport de force, là, et il y a énormément de conflits là, lorsque les locataires nous appellent. C'est très difficile avec les propriétaires en ce moment. Mais on n'a pas de chiffres à vous présenter, malheureusement. Merci, Martin. J'ai une question de Zoé Magal-Ace. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom de famille, désolé. Donc, bonjour. Pensez-vous que les changements apportés au règlement d'urbanisme par l'arrondissement de Rosemont à la Petite-Patrie, donc restrictions sur transformation de logements, pourront avoir un effet pour lutter contre ce phénomène? Bien, l'arrondissement a certainement fait un pas important en limitant, par exemple, une limitation qu'on trouve qui est excellente, c'est d'empêcher la conversion des maisons de chambre en condo ou en copropriété. C'est d'empêcher que les triplex deviennent des maisons unifamiliales et c'est d'empêcher la subdivision des logements. La fusion n'est pas empêchée. On pense que c'est disons, un aspect majeur des choses qu'il faudrait limiter. Mais ce que je dirais à ce propos, c'est que l'arrondissement a fait sa part. Il peut continuer à y avoir des avancées, mais c'est au tour du gouvernement du Québec là, de resserrer la loi. Et c'est au tour de la Régie du logement, le tribunal administratif du logement, de devenir vraiment rigoureux dans l'application de la loi. À mon sens, là, la balle est dans le camp du gouvernement du Québec. Mais oui, ça va aider. Ces limitations-là qu'il y a eu, il reste à limiter la fusion des logements, mais on peut dire qu'il y a eu un bon pas qui a été fait actuellement dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Martin. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Philippe, de ton côté sur Facebook donc, je ne sais pas si... Oui, alors j'avais effectivement là, deux questions intéressantes là, sur Facebook. J'en ai une qui me demande, est-ce qu'il y a des données portant sur les impacts de la mobilité des ménages évincés? Donc là, j'imagine si on voit là, des gens qui quittent les quartiers ou qui se déplacent en raison là, de ces reprises et évictions frauduleuses-là. Bien, ça, c'est des études là, sur des dizaines d'années qui ont été faites là, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui arrive aux populations là, en termes là, de déplacement des populations. Et je pense qu'Hélène pourrait peut-être compléter ça parce que c'est le genre de travail qu'elle fait beaucoup. Mais ce qu'on peut voir, là, disons, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui à Montréal, c'est que les personnes à faible revenu puis les personnes qui dépendent de programmes sociaux pour leurs revenus sont de plus en plus poussées aux limites, aux périphéries de la ville et même en dehors de la ville de Montréal. Donc, il y a réellement un mouvement des populations là, en dehors des quartiers centraux. Mais je pense que j'aimerais bien céder la parole à Hélène pour qu'elle puisse continuer sur cette question-là. Merci, Martin. En effet, mais j'ajouterais aussi que c'est assez difficile d'enquêter les déplacés, donc de retrouver les gens qui ont été déplacés, d'autant plus quand ils sont victimes de déplacements, je dirais, induits, c'est-à-dire par pression, dont on ne connaît pas exactement les motifs qui ont poussé les gens à quitter leur logement et souvent se déplacer davantage vers les périphéries et même dans les banlieues. Mais on assiste vraiment à un déplacement, une exclusion des populations des quartiers centraux et ces populations-là doivent s'installer toujours de plus en plus loin. Mais mis à part des chiffres sur le profil général de la population, rares sont les études qui ont documenté et chiffré les déplacements comme tels. Je sais que Martin vous avez fait une enquête au comité logement sur les déplacés et ça fait aussi partie des rares enquêtes qui ont été menées sur les déplacés en collaboration avec Concordia.
Donc, mais à plus grande échelle, ces enquêtes-là sont assez rares. Et comme je le mentionnais précédemment, c'est difficile de documenter ce type de transformation des quartiers-là, mis à part dresser un portrait assez général socio-économique, par exemple. Je ne sais pas, Martin, si tu veux rebondir par rapport au travail que vous avez déjà fait à Petite Patrie. Je vais juste aller en ton sens. C'est extrêmement difficile comme travail et laborieux là, de retrouver les personnes qui sont parties, de savoir quel a été leur changement dans leur vie. On peut voir, en fait, c'est au niveau des personnes vulnérables que ça fait mal. Les personnes qui sont à faible revenu se retrouvent avec un loyer beaucoup plus cher et ont perdu leur service de proximité. C'est des personnes, par contre, qui peuvent être difficiles de rejoindre, qui peuvent être compliquées à rappeler et à revoir. Et donc, l'étude qu'on a faite en collaboration avec l'Université Concordia démontre qu'il y a réellement un problème au niveau des personnes plus vulnérables à plus faible revenu qui se retrouvent fortement appauvries par ce déplacement-là. Et comme tu dis, Hélène, là où on peut voir vraiment beaucoup plus de chiffres là, pour être capable de quantifier mieux le problème, c'est avec des études socio-économiques là, et qui montrent que, par exemple, les personnes à faible revenu sont rendues maintenant aux périphéries de la ville. Et ce qu'on peut dire sur ces données-là, socio-économiques, qui ne sont pas qualitatives, on n'a pas parlé aux personnes pour savoir qu'est-ce qui leur est arrivé et pourquoi ils sont rendus là, mais ce qu'on peut certainement dire, c'est qu'il n'y a personne qui, par choix, va aller à l'autre bout de la ville, va déménager. Je vais vous donner un exemple, un locataire qui habitait tout près d'ici, qui est rendu maintenant à Pointe-aux-Trembles. Il n'est pas allé là par choix, il n'est pas allé là parce que ça lui tentait d'aller à Pointe-aux-Trembles, Pointe-aux-Trembles qui est vraiment un chouette endroit de la ville. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui habite un quartier central va, la plupart du temps, ne va pas se rendre à Pointe-aux-Trembles de gaieté de cœur. C'est parce qu'il a été déplacé, puis c'est parce qu'il ne réussit pas à se trouver un loyer pas trop cher. Donc, c'est ce que je dirais là, sur les données socio-économiques. On peut quand même voir que si les personnes à faible revenu sont déplacées loin des quartiers centraux, c'est parce qu'elles n'ont plus le choix. Donc, il y a réellement quelque chose d'un déplacement forcé lorsqu'on regarde ces données-là, même si on n'a pas demandé aux personnes pourquoi elles avaient été déplacées. Merci, Martin. Philippe, tu avais une autre question? Oui, j'ai une deuxième question sur Facebook de Richard Boivin. Il dit quels sont les exemples de contrôle du marché spéculatif des logements dans d'autres villes du monde? Est-ce qu'il y a quelque chose de probant, donc qui est à la recherche d'une solution là, qui permettrait de limiter, là, de contrôler le marché spéculatif pour éviter que ce soit aussi avantageux là, pour les propriétaires de faire des reprises d'éviction frauduleuses? Ouais, je peux dire quelques mots là-dessus. Il y a beaucoup de pays, même des provinces au Canada, qui ont des contrôles obligatoires des loyers. C'est-à-dire que le fardeau, au lieu d'être sur les épaules des locataires comme au Québec pour refuser une hausse de loyer, c'est les propriétaires qui ont à justifier toute hausse au-delà d'un certain seuil. Certains pays, certaines provinces, ils vont avec l'inflation, d'autres, c'est d'autres systèmes plus locaux. Mais donc, les propriétaires ne peuvent pas augmenter comme ils veulent les loyers. Et les locataires, on le sait, au Québec, ont peur de refuser les hausses de loyer, ils craignent les représailles, ils connaissent mal leurs droits, ils ne veulent pas se mettre en conflit avec leurs propriétaires. Donc, il faut renverser ce fardeau-là. Avec un contrôle obligatoire des loyers, on viendrait limiter de beaucoup la spéculation immobilière, puisqu'on limiterait donc, les flips immobiliers, les hausses abusives de loyers qui surviennent lors des changements de locataires. Ensuite, il y a d'autres mesures qui existent en Ontario, par exemple, ou en Colombie-Britannique pour limiter la spéculation immobilière. Donc, des taxes qui sont imposées quand on fait des flips immobiliers, donc quand on revend une unité rapidement. Des taxes sur les investisseurs étrangers qui achètent des maisons comme résidence secondaire dans la province, par exemple. Donc, une panoplie de mesures comme ça qui viendraient limiter la spéculation immobilière. On pourrait aussi venir encadrer, limiter l'érosion du parc de logements locatifs, par exemple en changement le mode de tenure pour qu'il reste locatif, qu'il soit plus transformé en condo, par exemple. Donc, il y a vraiment une brochette de mesures qui existent. On n'a pas besoin de toutes les inventer, elles existent, elles sont appliquées ailleurs. Il suffit seulement que le gouvernement du Québec les saisisse et réalise l'ampleur du problème qui est majeur. On veut justement éviter que Montréal et les centres urbains du Québec deviennent le prochain Toronto, le prochain Vancouver, parce que là, on se dirige exactement dans cette direction-là. On ne veut pas se réveiller dans 5 ans, dans 10 ans, comme le prochain Toronto, le prochain Vancouver. Ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça qu'on sonne l'alarme maintenant. Il y a encore temps d'amorcer
un changement de cap et que le logement demeure abordable et que les locataires à faibles et moyens revenus ne soient pas évincés de la ville. Mais c'est la ministre Laforêt qui doit se saisir du dossier rapidement. Merci, Maxime. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Philippe, de ton côté? Ça vient pas mal clair, là. Ça fait 1 heure là, qu'on est en conférence de presse, donc voilà. Super. Donc, je sais tantôt que Matt, il voulait des témoins. Donc, Mélanie, elle a mis dans le chat, je ne dirais pas le numéro de téléphone publiquement, là. Donc, le numéro est écrit dans le chat, Matt, ou s'il y a d'autres journalistes qui étaient sur le Zoom. Donc, son numéro de téléphone est écrit si vous avez besoin de parler avec des locataires qui voulaient témoigner. Alors, sinon, je vais conclure. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, donc, mais merci beaucoup pour cette conférence et on se revoit. Donc, merci. Merci beaucoup, mec.